Opération Aisce, Gran Sasso, Italie, 12 septembre 1943. Le 12 septembre 1943, le dictateur déchu était retenu sous forte garde dans un hôtel de montagne auquel ne menait aucune route praticable. L'une des opérations de sauvetage les plus audacieuses de la Seconde Guerre mondiale a commencé par un plan que les experts militaires jugeaient suicidaire. À l'été 1943, l'Italie était en train de perdre la guerre. Après la défaite des troupes italiennes et allemandes en Afrique du Nord et le débarquement allié en Sicile, le Grand Conseil du fascisme écarta Benito Mussolini du pouvoir. Le nouveau gouvernement arrêta le Duce et le transférait sans cesse d'une prison à l'autre, dissimulant sa localisation aux Allemands. Mais le renseignement allemand localisa l'endroit où il était détenu, un hôtel sur le plateau du Gran Sasso, accessible uniquement par téléphérique. L'Obersturmbannführer SS Otto Skorzeny et le général des troupes aéroportées Kurt Student préparèrent un assaut, mais le temps ce jour-là interdisait tout largage en parachute. Il ne restait qu'une seule option, poser des hommes en planeur sur un plateau montagneux accidenté, sans la moindre possibilité de tenter un second passage. Sur 12 planeurs de débarquement, 2 furent perdus dès le décollage, mais les 10 restants entamèrent leur descente au matin directement sur le terrain de l'hôtel. Les pilotes posèrent leurs appareils à quelques mètres du précipice et l'un des planeurs se brisa à l'atterrissage. Les commandos firent irruption à l'intérieur avant que la garde ait pu ouvrir le feu et en quelques minutes seulement, ils prirent le bâtiment sous contrôle sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré des deux côtés. Skorzeny fit lui-même sortir Mussolini et le fit monter à bord d'un petit avion qui décolla depuis ce même terrain impropre au décollage. Le pilote dut pousser l'appareil surchargé jusqu'au tout dernier bord du plateau, et l'avion plongea littéralement dans le vide, ne prenant de la vitesse qu'au pied de la montagne. Cette opération fit de Skorzeny le commando le plus célèbre d'Allemagne et posa le modèle de toutes les opérations ultérieures des forces spéciales allemandes. L'assaut du fort Eben Emael, Belgique, 10 mai 1940. Le fort Eben Emael passait pour la clé imprenable de la défense belge, ses canons balayaient les ponts sur le canal Albert et barraient aux Allemands la route vers l'ouest. Les généraux rapportèrent à Hitler qu'il était impossible de prendre la forteresse par un assaut classique. Mais le Führer lui-même remarqua le toit plat du fort et proposa d'y employer un débarquement en planeur. Tôt le matin du 10 mai, 11 avions de transport soulevèrent dans les airs des planeurs chargés de commandos et de charges creuses secrètes capables de percer un blindage épais de 25 cm. À 20 km de l'objectif, les câbles furent largués et les planeurs glissèrent silencieusement vers le fort dans l'obscurité de l'aube. La garnison belge aperçut des silhouettes dans le ciel, mais l'ordre d'ouvrir le feu ne fut donné qu'après que les appareils eurent déjà touché le toit. Les commandos, sous le commandement de l'Oberleutnant Rudolf Witzig, posèrent des charges sur les coupoles blindées et les tourelles d'artillerie, mettant les fortifications hors service l'une après l'autre. Les liaisons de la garnison avec le commandement furent paralysées dès les premières minutes. Les assiégés tinrent un peu plus d'une journée, mais le 11 mai, le fort capitula. Première opération aéroportée massive de l'histoire à utiliser des planeurs, elle ouvrit aux troupes allemandes la voie directe vers la Belgique et devint un modèle pour tous les futurs assauts aéroportés contre des objectifs fortifiés. La prise des champs pétrolifères de Maikop, URSS, 1942. L'une des plus grandes régions pétrolières de l'Union soviétique tomba aux mains des troupes allemandes presque sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La cause n'en fut pas la puissance des chars, mais un simple déguisement en soldats du camp adverse. À l'été 1942, le commandement allemand se ruait vers le pétrole du Caucase, et Maikop, avec ses champs pétrolifères, constituait l'objectif clé de l'offensive. Un assaut direct menaçait de détruire les puits et les oléoducs et d'entraîner des combats prolongés pour la ville. C'est alors qu'entra en jeu un détachement de 62 commandos du Brandenburg, sous le commandement du baron Adrian von Völkersam, déguisé en uniforme du NKVD et parlant russe sans le moindre accent. À bord de camions soviétiques capturés, ils franchirent la ligne de front en se mêlant au flot des troupes en repli, détruisirent le central des transmissions dans la ville
et transmirent aux défenseurs de faux ordres de retraite. Trompés, les défenseurs commencèrent à quitter leur position, croyant avoir reçu un ordre de leur propre commandement. Pendant que la confusion s'amplifiait, les unités blindées allemandes entrèrent dans la ville sans rencontrer de résistance. Les champs pétrolifères, pour lesquels une offensive complète avec du matériel lourd avait été préparée, passèrent sous contrôle allemand presque sans combat. Opération Greif, Ardennes, 16 décembre 1944. Des soldats américains, à un poste de contrôle, aperçurent une Jeep avec 5 militaires portant leur propre uniforme. Quelques secondes plus tard, il devint clair que ce n'était pas des leurs, mais il était déjà trop tard. En décembre 1944, le commandement allemand préparait la dernière grande offensive sur le front ouest dans les Ardennes, espérant couper le front allié en deux et atteindre la côte. Le succès de l'offensive devait être assuré par une brigade de commandos recrutée parmi des soldats de la Wehrmacht parlant anglais. Hitler chargea personnellement Otto Skorzeny de diriger cette brigade, revêtue d'uniformes américains et montée sur du matériel capturé et repeint, y compris des chars déguisés en automoteurs américains. Le 16 décembre, les commandos en Jeep s'infiltrèrent dans l'arrière des positions américaines, déplaçant les panneaux de signalisation, coupant les lignes de communication et répandant de fausses rumeurs sur une percée du front allemand. La panique gagnait les unités américaines, mais une partie des groupes de commandos fut démasquée. L'accent et l'ignorance des détails de la vie quotidienne de l'armée américaine trahissaient les Allemands déguisés. Lorsque le plan de percée vers les ponts échoua, la brigade fut engagée dans un combat ordinaire pour Malmedy, où elle subit de lourdes pertes, avant d'être retirée du front et dissoute à la fin du mois de décembre. L'opération ne changea pas l'issue de la bataille des Ardennes, mais elle plongea le commandement américain, pendant plusieurs jours, dans un climat de méfiance généralisée, où les soldats étaient soumis à des questions sur le baseball et les acteurs d'Hollywood. Opération Panzerfaust, Budapest, Hongrie, octobre 1944. Le dirigeant d'un pays allié de l'Allemagne négociait secrètement sa capitulation avec l'ennemi. Les Allemands réglèrent ce problème en enlevant son propre fils. À l'automne 1944, l'amiral Miklós Horthy, régent de Hongrie, comprenait que la guerre était perdue, et il engagea, par l'intermédiaire de personnes de confiance, des négociations avec la partie soviétique en vue de la sortie de son pays de la guerre. Hitler, craignant de perdre le flanc sud du front et 1 million de soldats dans les Balkans, chargea Otto Skorzeny de faire échouer ses plans. Skorzeny organisa un piège pour le fils du régent, Miklós Horthy Jr., que des agents convoquèrent sous prétexte d'une rencontre avec des représentants de l'ennemi. À l'arrivée du jeune Horthy, des commandos allemands l'attaquèrent, l'enroulèrent dans un tapis et l'exfiltrèrent du pays sous la menace d'exécution. Privé de son unique fils encore en vie, l'amiral Horthy fut contraint de signer son abdication en faveur d'un chef des nationalistes hongrois favorable à l'Allemagne. Skorzeny et ses hommes s'emparèrent également de la forteresse de Buda, résidence du régent, après une brève fusillade qui ne dura que quelques minutes. L'invasion aéroportée de la Crète, opération Mercure, 20 mai au 1er juin 1941. 22 000 soldats allemands devaient s'abattre sur l'île en un seul assaut. Environ 6 000 d'entre eux furent tués ou blessés avant que l'opération ne soit déclarée victorieuse. Au printemps 1941, le commandement allemand décida de s'emparer de l'île de Crète, où s'étaient repliées les troupes britanniques venues de Grèce continentale afin d'asseoir son contrôle sur la Méditerranée orientale. Le général des troupes aéroportées Kurt Student proposa à Hitler quelque chose qui n'avait jamais été employé à une telle échelle. Un débarquement aéroporté massif sans prise préalable d'une tête de pont depuis la mer. Le 20 mai, des milliers de parachutistes et de planeurs allemands entamèrent leur débarquement en plusieurs points de l'île à la fois, dont l'aérodrome clé de Malem. Le renseignement britannique connaissait le débarquement à venir grâce au décryptage des codes allemands et accueillit les parachutistes par un feu nourri en plein ciel. Beaucoup périrent avant même d'atterrir, suspendus par leurs cordes de parachute aux arbres et aux clôtures. Malgré des pertes effroyables, les Allemands parvinrent à s'implanter sur l'aérodrome de Malem
et à y acheminer des renforts par voie aérienne, ce qui fit basculer le cours de la bataille. Au début du mois de juin, l'île tomba, mais les troupes aéroportées allemandes perdirent leurs combattants les plus expérimentés en si grand nombre qu'Hitler interdit désormais toute grande opération aéroportée autonome. La Crète fut à la fois le plus grand triomphe et le dernier grand saut des parachutistes allemands de toute la guerre. Opération Bernard, la contrefaçon de la livre sterling. L'idée de saper le système financier britannique par une diffusion massive de fausses livres sterling revenait à la direction de l'Office central de sécurité du Reich. Les premières tentatives pour mettre en place la production n'aboutirent à rien, et en 1942, le projet fut confié au Sturmbannführer SS Bernhard Krüger, dont l'opération tira son nom. Krüger sélectionna parmi les prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen 142 graveurs, imprimeurs et faux-monnayeurs déjà condamnés et les installa dans 2 baraquements isolés dans des conditions radicalement différentes du reste du camp. Les prisonniers recréaient de zéro les billets britanniques, recherchant la perfection en comparant image par image avec les billets authentiques sous un fort grossissement. À la fin de 1944, l'imprimerie clandestine fonctionnait déjà en 2 équipes, et la qualité des faux était si élevée que les experts bancaires avaient du mal à les distinguer de la vraie monnaie. Une partie du tirage servait au renseignement pour payer des agents et effectuer des achats au marché noir dans des pays neutres. Durant toute la durée de fonctionnement de l'usine, près de 9 millions de billets furent imprimés, pour une valeur d'environ 135 millions de fausses livres sterling, une opération reconnue après la guerre comme la plus vaste tentative étatique de contrefaçon monétaire de l'histoire. Opération Rösselsprung, Drvar, Yougoslavie, 25 mai 1944. Le commandement allemand découvrit l'emplacement exact de l'état-major ennemi et y envoya des troupes aéroportées d'élite avec une seule mission, tuer ou capturer le commandant. Celui-ci s'échappa quelques minutes avant l'assaut. Au printemps 1944, le mouvement partisan de Josip Broz Tito en Yougoslavie était devenu une force militaire redoutable et son quartier général, dans la ville bosniaque de Drvar, coordonnait l'action de dizaines de milliers de combattants. La reconnaissance aérienne allemande localisa le quartier général et le commandement décida de décapiter d'un seul coup le mouvement de résistance. Tôt le matin du 25 mai, le 500e bataillon parachutiste SS débarqua en parachute et en planeur directement sur Drvar, appuyé par des unités terrestres allemandes et croates avançant sur plusieurs axes. Mais le renseignement s'était trompé. Les Allemands pensaient que le quartier général se trouvait près du cimetière de la ville, alors que le véritable quartier général se trouvait dans une grotte à près de 2 km de là. Pendant que les commandos prenaient d'assaut la mauvaise cible, la garde du quartier général eut le temps de se mettre en position défensive et les accueillit par un feu nourri. Pendant que se poursuivait un combat acharné pour la ville, Tito lui-même et son entourage immédiat eurent le temps de quitter le quartier général littéralement quelques minutes avant l'arrivée des commandos allemands, se réfugiant d'abord dans les montagnes, puis étant évacués avec l'aide des Alliés. Les Allemands parvinrent à occuper Drvar et à s'emparer d'une partie des documents de l'état-major. Mais l'objectif principal de l'opération demeura inatteignable. Tito continua de diriger le mouvement partisan jusqu'à la fin de la guerre, et l'opération, conçue comme un coup décapitant, entra dans l'histoire comme l'un des échecs les plus coûteux des forces spéciales allemandes. Le Danemark et la Norvège, opération Weserübung, 9 et 10 avril 1940. En une seule nuit, les forces spéciales allemandes remportèrent un succès dans un pays scandinave et échouèrent lamentablement dans le pays voisin en tentant de capturer un roi vivant. Le 9 avril 1940, l'Allemagne envahit simultanément le Danemark et la Norvège, cherchant à sécuriser les livraisons de minerais de fer suédois et à devancer un éventuel débarquement anglais. Au Danemark, des commandos du bataillon Brandenburg franchirent discrètement la frontière avant même l'aube pour s'emparer des passages clés du Jutland, tandis que des parachutistes allemands, lors du tout premier saut de combat de l'histoire, prenaient le pont de Storström et le fort côtier de l'île de Masnedo. Les unités danoises n'opposèrent presque aucune résistance, et les ponts revinrent intacts aux Allemands avant l'arrivée des forces principales,
ce qui assura une occupation rapide et presque sans effusion de sang du pays. En Norvège, en revanche, le commandement allemand comptait sur un effet de surprise similaire contre le roi Håkon VII, réfugié avec son gouvernement dans la petite ville d'Elverum, non loin de la frontière suédoise. Dans la nuit du 10 avril, des parachutistes allemands attaquèrent un poste de contrôle aux abords d'Elverum, espérant capturer le roi ou le contraindre à capituler sur place. Une compagnie de la garde royale et des volontaires de clubs de tir locaux, qui défendaient le poste, repoussèrent l'attaque, et le commandant du détachement allemand fut mortellement blessé. Le monarque, avec son cabinet ministériel, eut le temps de se retirer plus au nord, continuant d'appeler ses compatriotes à la résistance. Deux pays, attaqués la même nuit par les mêmes méthodes, montrèrent que le succès du pari sur la surprise dépendait entièrement de la présence, en face, d'un adversaire vigilant.